Bien, bonsoir à tous. Quand le représentant d'une maison d'édition vient nous présenter un livre et que les libraires, moi-même et toute l'équipe de la Procure, on se dit « ça, c'est un livre pour nous », ça veut dire quelque chose. Eh bien, c'est ce qui s'est passé avant l'été quand la représentante de Plomb nous a présenté Harry et Franz d'Alexandre Najjar. Et c'est pour ça que dans les plus de 500 romans littéraires de la rentrée, c'est vous que nous avons choisi, Alexandre Najjar, pour ouvrir la saison des Jeudis de la Procure. Merci beaucoup, ça me touche. Et oui, parce que c'est vraiment un livre passionnant et réussi. On va y venir. Je voulais rapidement vous présenter, dire que vous êtes né à Beyrouth, que vous êtes avocat, que vous partagez votre temps entre Paris et Beyrouth, que vous avez écrit beaucoup d'ouvrages. Vous avez écrit sur le Liban un roman de Beyrouth qui est paru en poche, et puis un très beau dictionnaire amoureux du Liban. Je le dis parce que je l'ai pratiqué moi-même dans un voyage cet été, qui est une réussite, et Dieu sait si l'exercice n'est pas facile. Vous avez publié aussi un livre sur Khalil Gibran. Vous avez publié un roman sur les Jeux Olympiques de 1936, et encore plein d'autres. Je ne citerai pas tout. Je dirais aussi que vous faites vivre une très belle revue qui s'appelle L'Orient littéraire. Alors, Harry et Franz, c'est vrai que c'est un titre, si on ne sait pas du tout de quoi il s'agit, ça peut être un film américain. On pense à Qui a tué Harry, Harry, un ami qui vous veut du bien. En l'occurrence, là, on verra, c'est plutôt Franz qui est un ami qui vous veut du bien. En effet. Harry et Franz, pouvez-vous nous dire qui est Harry, qui est Franz, et ont-ils existé tous les deux? D'abord, merci de m'accueillir dans cette belle librairie que je fréquente depuis longtemps et où je trouve toujours de belles pépites qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc, Harry et Franz, c'est Harry Bohr, le grand acteur français des années 30-40. Il a joué dans un nombre important de films, notamment dans Les Misérables, là, qui vient de ressortir en DVD, donc, de Raymond Bernard. Il avait joué Jean Valjean, mais il a aussi joué dans Poil de carotte. Il a joué le rôle du commissaire Maigret dans un film. Il a joué dans Rasputin, Taras Bulba, donc un très grand nombre de films importants. Hélas, en 1942, on y reviendra tout à l'heure, il a été arrêté par la Gestapo sans que l'on sache pourquoi. Et là, j'ai imaginé sa rencontre avec Franz. Donc, je vais expliquer. Franz est un abbé allemand qui était aumônier des prisons, dans les prisons françaises. Donc, il avait en charge 3 prisons françaises, dont le Cherche-Midi, la prison du Cherche-Midi. Donc, c'était un prêtre qui avait fait tout son parcours entre l'Allemagne et la France, et il aimait d'ailleurs beaucoup la France. Il s'appelle donc l'abbé Franz Stock, et c'est un grand nom aujourd'hui que beaucoup de catholiques connaissent, notamment en Allemagne. Et donc c'est la rencontre de ces deux personnages qui sont des personnages d'exception, mais pas trop connus. Et peut-être c'est le rôle du romancier ou de l'écrivain de mettre en lumière des personnages un peu oubliés, ou bien injustement oubliés, et aussi de leur rendre justice. Et donc je crois que ce livre vise surtout à rendre justice à ces deux protagonistes. Voilà, et c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes réjouis de l'apparition de ce livre, c'est que nous, à la Procure, depuis des années, nous vendons des livres sur Franz Stock. S'il y a un endroit où il était présent, c'est bien ici, parce qu'il y a ce procès de béatification en cours dont on aura l'occasion de reparler. Alors, pour prendre chronologiquement votre roman, il commence par cette belle phrase « La liberté sort aussi de la bouche des enfants ». Nous sommes à Paris le 11 novembre 1940. Que se passe-t-il ce jour-là? Ce jour-là, inexplicablement, des jeunes, des étudiants, des écoliers décident de manifester sur les Champs-Élysées. Et donc, c'est une journée connue dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, puisque les Allemands vont se sentir tout à coup débordés, et vont sentir que la grogne gagne
les jeunes et qu'il y a un esprit de résistance auprès d'eux. Et donc immédiatement, la police allemande va intervenir et incarcérer à peu près 200 jeunes qui manifestaient là, et en fait qui manifestaient en toute, avec beaucoup, enfin c'était une ambiance bon enfant. Ils chantaient juste la Marseillaise, mais aussi ils avaient fait un jeu de mots. Chacun portait deux gaules de canne sur chaque épaule, et donc pour signifier que c'était deux gaules. Deux gaules. Et donc c'était une sorte de rébut qu'ils avaient fait. Et puis les Allemands n'ont pas tout de suite compris, mais quand on leur a expliqué, évidemment ça les a beaucoup agacés. Et donc ils ont arrêté ces jeunes-là. C'est ainsi que commence l'histoire, parce que Franz Stock a assisté à cet épisode-là. À partir de là, on commence à le suivre, parce que ce livre est écrit sous forme de journal. Donc c'est l'abbé qui parle du début jusqu'à la fin, et c'est lui qui va raconter tous les épisodes qu'il va vivre au fur et à mesure. Oui, et c'est une question que je voulais vous poser. Est-ce que ce jeu, cette première personne de Franz Stock continuant du livre, c'est une forme qui s'est imposée à vous d'emblée? Ça n'était pas évident? Au début, j'ai hésité parce que je me suis dit, le danger si j'écris comme si j'étais moi-même un prêtre, c'est qu'à un moment donné, je dois beaucoup parler de spiritualité, de choses que je dois parler en prêtre. Et que peut-être que le lectorat non averti, si j'ose dire, va se sentir complètement, disons, dérouté. Donc c'était un peu dangereux, mais en même temps, il y a eu des exercices comme Bernanos, par exemple, etc. Donc il y a des exercices où le livre peut quand même être très bon sans qu'il ne soit vraiment, qu'il est axé sur uniquement quelque chose de spirituel. Et en même temps, ce prêtre est en train de vivre un très grand nombre d'événements, ce qui fait que les épisodes qu'il raconte sont assez variés. Il est vrai que quelquefois, c'est normal qu'il revienne aussi sur des questions spirituelles qui le préoccupent, et moi je m'en réjouissais en le faisant. Donc en même temps aussi, je me suis dit, est-ce que Harry Borg en prison peut écrire? C'est-à-dire, j'aurais pu peut-être faire 2 journaux croisés. Mais en réalité, d'abord, il n'était même pas autorisé à avoir du papier et un crayon, et c'est en fait l'abbé Stock qui va lui passer quelquefois un peu de quoi écrire. Donc les Allemands interdisaient tout colis, tout contact avec la famille. Donc Harry Borg a été vraiment mis en quarantaine, si je veux dire, par rapport à... Et donc, c'était pas réaliste qu'il l'écrive. Et en même temps, s'il l'écrivait de l'intérieur, on n'aurait pas su ce qui serait passé à l'extérieur. C'est-à-dire quelle était la démarche qui était faite pour essayer de le sortir de prison, puisque lui, étant coupé du monde, il n'aurait rien pu écrire que se lamenter. Et donc, il y a une lettre dans le livre où il écrit à Franz Stock, donc là, on peut l'écouter. Et puis, il y a les dialogues, il y a beaucoup de dialogues dans ce livre. Donc, je crois que c'était très sage de prendre parti pour un journal écrit par le prêtre, parce que lui avait justement ce recul dont j'avais besoin. Aussi, étant un personnage très intéressant, donc il avait beaucoup de choses à dire. Et puis, comme je l'ai dit, sortir un peu du côté factuel aussi pour revenir sur des choses spirituelles. Donc je crois que, j'espère du moins que ce mélange a bien fonctionné. Écoutez, il fonctionne très bien, et surtout, je rappelle que nous sommes dans un roman, et même si c'est avec des personnages vrais, il y a un moment, par exemple, où va surgir dans cette manifestation du 11 novembre 1940 un personnage très important, qui est une jeune fille qui s'appelle Émilie, oui. Émilie Aubry. Est-ce que c'est un personnage dont vous trouvez quelque part une attestation qu'elle a existé, ou c'est un personnage totalement fictif? Moi, j'ai toujours aimé dans les romans, je l'ai fait beaucoup dans le roman de Beyrouth, dans Berlin 36, où je parle de Jesse Owens, comment Hitler a récupéré les Jeux de Berlin, où je mets en scène aussi bien Hitler que Goebbels, Göring, Leni Riefenstahl, Jesse Owens, et des personnages fictifs. J'aime beaucoup, en fait, mêler les personnages fictifs aux personnages réels, parce que je crois qu'ils éclairent mieux, les personnages fictifs peuvent nous aider à mieux éclairer aussi, ou à dire des choses qu'on ignore. Donc je crois que le romancier prend souvent le relais de l'historien, et qu'il permet de combler des vides ou d'imaginer ce que des personnages ont pu se dire ou ce qui s'est passé lorsqu'on n'a pas de preuves écrites. Moi, j'ai fait
J'ai fait par exemple un livre, Le procureur de l'Empire, le censeur de Baudelaire, qui est sur le procureur Pinard qui a voulu interdire les fleurs du mal et Madame Bovary. Là, c'est une biographie où chaque mot, chaque phrase est attesté, avéré, avec des documents, avec des notes de bas de page. Donc, il y a des livres comme ça qui sont des livres, des biographies ou des livres d'histoire. J'ai fait aussi un livre sur De Gaulle et le Liban. Donc, chaque mot, chaque phrase, chaque fait est avéré. Alors qu'ici, comme on ne sait pas trop ce qui s'est passé, donc on sait que Franz Stock et Harry Bohr se sont rencontrés au moins une fois en prison, parce que Franz Stock visitait... C'est là-dedans, c'est dans le journal de guerre de Franz Stock. Voilà, donc là, il y a 5 lignes où Franz Stock dit hier visiter les prisons du Cherche-Midi et rencontrer l'acteur Harry Bohr, et il dit qu'il lisait un livre de Pascal, etc. Donc il y a 3 lignes où il raconte, enfin, il parle de cette rencontre. Et ce n'était pas suffisant. On ne peut pas... enfin, il fallait aussi là que le romancier prenne le relais pour imaginer qu'est-ce qu'ils ont pu se dire. Parce que Franz Stock, chaque jour, passait dans cette prison-là. Il l'a vu à chaque jour, mais il n'allait pas dans son journal, surtout ce genre de journaux. Parce que ce journal-là, ce journal de guerre, est extrêmement important d'un point de vue historique. Mais Franz Stock ne s'y livre pas. Parce qu'il avait toujours peur qu'il ne tombe entre les mains des nazis. Donc c'était très laconique. Tout ce qu'il notait ici, c'est j'ai fait 3 premières communions, j'ai fait un sermon à l'église, j'ai fait une conférence sur Léonard de Vinci, parce qu'il faisait pas mal de conférences, et puis il notait les noms des fusillés, parce qu'en fait, et ça c'est là, c'est très important, c'est que Franz Stock, à part visiter les détenus dans la prison du Cherche-Midi et leur montrer de la sympathie, parce que lui, au fond, et c'est ça la grandeur du personnage, c'est qu'il est resté brebis au milieu des loups. C'est quelqu'un qui est resté pur jusqu'au bout, qui a toujours réussi à se créer une bulle au milieu de cet océan de haine qui submergeait, qui était au moment de l'occupation. Donc à part aider les prisonniers dans les cellules, à part leur transmettre clandestinement des messages et des objets de première nécessité, aussi bien des barres de chocolat que des peignes, des savons. Il y a dans ce journal un moment où il cite ce qu'il doit apporter aux prisonniers. C'est impressionnant, c'est presque une épicerie qu'il transporte sur lui, tellement il y a des demandes des prisonniers. Donc à part cela, il accompagnait les condamnés à mort. Il y a un moment où Hitler a décrété que chaque résistant tué, en contrepartie, aurait un certain nombre de résistants en représailles qui seraient fusillés. Donc il y a un moment où le rythme des fusillés va augmenter de façon dramatique. Et c'est là où, au Mont Valérien, au fort du Mont Valérien, chaque jour, chaque semaine, on appelait Franz Stock le soir, on lui disait demain à l'aube, tu dois être prêt. Donc il accompagnait les prisonniers dans le fourgon qui allait au Mont Valérien. Il grimpait avec eux la colline parce que c'était un assez long parcours. Ensuite, là-bas, avant qu'il ne soit fusillé, il se confessait à lui, il les réconfortait, il lui donnait, eux, des messages à leurs parents, ou des objets, des lunettes, une montre, enfin ce qu'ils avaient sur eux encore. Et puis, au moment, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est au moment où les Allemands allaient tirer, beaucoup de Français refusaient que leurs yeux soient bandés. Et donc, jusqu'au bout, il était en face d'eux, derrière les Allemands, et donc lui priait, et eux lisaient sur ses lèvres. Donc ils priaient ensemble jusqu'au bout. Certains criaient Vive la France, d'autres, les communistes criaient autre chose. Chacun criait ce qu'il voulait, certains pleuraient. Il y avait aussi des jeunes, des enfants, des adolescents qui étaient fusillés. Et donc jusqu'au bout, ils les accompagnaient. Et encore plus important aussi, encore que ça, c'est qu'ils tenaient à les accompagner, les fusillés, donc les dépouilles, jusqu'au cimetière, non seulement pour prier une dernière fois sur leur tombe, mais aussi pour noter l'emplacement des tombes et le transmettre le soir et le lendemain aux parents qui l'attendaient, qui savaient que leurs enfants seraient fusillés, donc qu'ils sachent au moins où ils étaient enterrés. Donc ils notaient avec exactitude, 3e rangée, 4e ligne, 2e, voilà. Et donc les gens, au moins, leur seule consolation, déjà qu'ils avaient perdu leur enfant, mais au moins qu'ils sachent où il était pour pouvoir aller prier sur sa tombe. Donc tout ça, il le faisait en même temps.
il animait il célébrait des messes un peu partout dans Paris. Il s'occupait de la mission catholique allemande de la rue Laumont. Il organisait quelquefois des conférences, des excursions. Et lui pensait toujours qu'il fallait aussi faire aimer la France aux Allemands pour qu'ils la respectent. Il avait toujours cette idée. Lui était un fou amoureux de la France, de la Bretagne en particulier. Il a même écrit un petit livre sur la Bretagne avec des illustrations parce que c'était un peintre aussi. Et donc, je crois en fait, c'est aussi important à dire, c'est que ce qui le poussait à aider les prisonniers français, alors qu'il était allemand, qu'il était censé être à la solde des nazis, c'était non seulement la charité chrétienne, ou si vous voulez, ces valeurs chrétiennes qui supposaient qu'il faut refuser la haine et la mort et la brutalité et aider son prochain, mais je crois aussi que, étant amoureux de la France, ayant appris à aimer les Français, il avait aussi beaucoup de sympathie naturelle pour eux. Donc il se sentait à moitié français, à mon avis, parce qu'il avait fait, même lorsqu'il était, avant d'être ordonné prêtre, il avait été, en tant que séminariste, envoyé pour une certaine période à Paris pour étudier. Donc il avait des amis en Corrèze, il allait souvent en Bretagne, comme je l'ai dit. Donc c'est quelqu'un, au fond, qui aimait beaucoup la France, et ça peut aussi expliquer encore plus son excès de zèle, puisque c'était au péril de sa vie. Si les nazis découvraient qu'il transportait des lettres aux prisonniers, il aurait certainement été éliminé à son tour. Oui, alors on est d'ailleurs très impressionné du nombre de personnes de haut placées, de dignitaires que Franz Stock connaît. Il a ses entrées partout, on le voit, il a un rendez-vous avec l'ambassadeur du Reich à Paris, à Betz, il a un rendez-vous avec le général qui dirige toutes les troupes occupées, et il est connu, on l'accueille aimablement. D'où lui vient cette confiance que les Allemands lui témoignent, cette sympathie qu'il suscite? Je crois que c'est plus du respect que de la sympathie, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui imposait le respect. Lorsqu'ils allaient suivre la messe, par exemple, à la Madeleine ou dans d'autres églises, que lui faisait ses sermons ou bien donnait la messe, donc ces gens-là étaient souvent présents. Donc ils étaient impressionnés par sa culture, par son intelligence, par son aura. Et ils savaient très bien ce qu'il faisait aussi au niveau culturel, au niveau pour la communauté. Il enseignait aussi l'allemand dans une école allemande qui existait à Paris à l'époque. Donc c'était quelqu'un pour lequel les plus hauts responsables avaient un immense respect. Et c'est pour cela que souvent, là on le voit dans 2 entrevues qu'il a avec le responsable, où il vient leur parler du cas Harry Borg, on sent qu'ils sont très gênés parce que d'une part, ils ne veulent pas désavouer leurs collègues qui ont arrêté Harry Borg. D'un autre côté, ils sont convaincus par ce qu'il leur dit et en même temps impressionnés par lui. Ils ne veulent pas non plus le mécontenter ou lui dire non, mais en même temps, bon, il faut que leur justice, entre guillemets, se fasse. Donc on sent qu'ils ne le congédient pas de façon, je veux dire, autoritaire. Il l'écoute jusqu'au bout, il discute avec lui. Donc c'était vraiment quelqu'un qui, en toute occasion, il y a beaucoup de témoignages comme ça, où les chefs nazis le respectaient malgré leur... Bien que sachant qu'il n'était pas militant. C'était d'ailleurs l'un des rares prêtres à refuser, enfin pas un des rares, mais il aurait dû porter l'uniforme dans les cellules en tant qu'aumônier, mais il a toujours refusé. Donc ils savaient très bien, eux, déjà à quoi s'attendre par rapport à son attitude. Et pendant ces 16 semaines où il va visiter régulièrement Harry Borg, où il va tenter, réussir à le faire libérer, on le voit, il rentre dans la prison, il dissimule un canif dans les poches de sa soutane, il prend des risques. Ah oui, bien sûr. Non, surtout qu'il y a d'autres, je cite un autre aumônier, qui a déplu aux nazis et qui l'ont envoyé sur le front russe. Un autre qui a été emprisonné dans un camp. Donc les aumôniers n'avaient pas d'immunité. Lui, peut-être un peu plus, parce que, comme je l'ai dit, on le respectait beaucoup, mais en même temps, lui était assez malin, entre guillemets, dans la mesure où il prenait ses précautions. Il avait de doubles poches dans la doublure de sa soutane. Donc il essayait quand même de déjouer la surveillance des nazis.
il a réussi quand même à le faire. Et je crois que c'est un personnage vraiment qui mérite d'être connu, surtout qu'après cette période, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que au lendemain de la libération, lorsqu'il a fallu, lorsque les Américains sont entrés, au lieu de le libérer parce que justement il avait rendu d'immenses services aux Français, le considérant comme allemand, donc sans distinction, ils l'ont enfermé dans un camp. Et il a fallu l'intervention de plusieurs prélats français qui connaissaient très bien ce qu'il avait fait, qu'il admirait, qu'il respectait, qui avaient de l'affection pour lui, pour presque forcer la main aux Américains et leur dire, bon, vous voulez l'emprisonner, mais au moins qu'on puisse aménager un peu les choses, de sorte qu'il puisse, par exemple, faire une sorte de petit séminaire, disons, pour les séminaristes et les prêtres qui étaient dans l'armée allemande qui avaient été arrêtés. Donc c'est ce qu'il va faire à Orléans puis à Chartres, dans ce qu'on a appelé le séminaire des Barbelés. Et donc l'abbé Stock va gérer ça. C'est lui qui... il y a à peu près 1000 prêtres qui vont sortir de cette école, entre guillemets. Et donc il sera toujours enfermé, mais au moins il a cette latitude d'être utile, de se sentir utile, d'être actif, de ne pas être enfermé derrière les barreaux. Mais en même temps, cette présence dans les camps va le miner au niveau physique, parce que c'était des conditions assez difficiles. C'est pour ça qu'en 1948, donc quelques temps juste après la libération, il va mourir des suites un peu de ses problèmes de santé. Et malheureusement, il va être enterré dans le cimetière des prisonniers. Et puis, ce n'est que quelques temps après que tous ses admirateurs vont presque exiger qu'il soit quand même enterré comme il se doit dans une église à Chartres, l'église Saint-Jean-Baptiste. Et voilà, donc son parcours est très beau, mais très dur aussi, et sa fin, évidemment, n'a pas été à la mesure de ce qu'il méritait. Aussi, bon, Harry Bohr, tous ceux qui ont écrit, il n'y a pas eu beaucoup d'ouvrages sur Harry Bohr, hélas, mais le peu de personnes qui ont écrit sur lui, sans citer l'abbé Stock, parce qu'ils ne savaient peut-être pas que c'était lui, on dit que ces derniers, en prison, il a été réconforté par un prêtre, en l'occurrence lui, et que par la suite, quand Harry Bohr a été libéré, il a quand même aussi été présent à côté de lui avant la libération. Donc c'est quelqu'un qui a jusqu'au bout été fidèle à ses amis. Et Harry Bohr, c'est ce qui est impressionnant dans son histoire, c'est que comment un acteur de cette envergure, c'était quand même l'acteur le mieux payé du cinéma français à l'époque. C'était celui qui amenait le plus de monde quand il était à l'affiche. Il a joué avec les plus grands metteurs en scène de son temps, il a joué dans presque une centaine de films. Et là, qu'on voit tout à coup comme ça un acteur de cette envergure, du jour au lendemain, à l'aube, arrêté, lui et sa femme incarcérés au Cherche-Midi, sans que l'on sache pourquoi. Voilà, ce qu'il faut dire, c'est, on apprendra, enfin, on le dit, mais on l'en saura un peu plus à la fin du roman, on ne va pas le révéler, c'est que Harry Bohr a été dénoncé comme juif, mais que par ailleurs, il a été tourné un film à Berlin, quelques mois plus tôt, donc oui, son arrestation est d'autant plus étonnante. Voilà, c'est ça. Harry Bohr a commis trois imprudences, en fait. Lorsque les Allemands sont entrés dans Paris, beaucoup d'acteurs, comme vous le savez, ont fui, certains aux États-Unis, d'autres comme Pagnol, descendus faire une plantation d'œillets dans le sud pour permettre à son équipe de ne pas être prise par les Allemands. Et lui, comme d'autres, comme Sacha Guitry, comme Fernandel, comme bien d'autres, la liste est très longue, s'est dit je vais continuer à bosser puisque je sais faire que ça. Donc à l'époque, il y avait une compagnie de cinéma qui était la Continentale, qui a été créée avec des capitaux allemands, et qui a permis au cinéma de continuer pendant cette époque. Et lui va jouer dans 2 films, dont L'assassinat du Père Noël, que beaucoup d'entre vous connaissent, et donc dans 2 films de la Continentale. Donc déjà, c'était un peu suspect qu'il joue dans des films financés par les Allemands, bien que la compagnie
finance le cinéma français. Mais le pire, c'est qu'il a accepté de jouer dans un film tourné à Berlin en allemand. Bon, lui, évidemment, a pris ça pas d'un point de vue politique, il l'a pris beaucoup plus comme un acte, enfin, comme le prolongement de sa carrière cinématographique. Mais cela l'a rendu suspect à l'égard des Français qui étaient un peu résistants ou qui étaient anti-nazis en disant mais pourquoi il s'est fourvoyé comme ça? Lui ne l'a jamais vu comme ça, il disait je n'ai jamais... il y a beaucoup d'autres acteurs qui sont allés, il y a une fois un train qui est allé à Berlin avec plein d'acteurs, d'actrices connues, on sait tous Daniel Darieux, Arletty, etc., ont tous joué un rôle plus ou moins contesté pendant la Deuxième Guerre mondiale. Fernandel, il y a une photo de lui avec Goebbels. Bon, on voit bien que cette époque-là était difficile. Aujourd'hui, c'est facile peut-être qu'on critique, mais au moment même, bon, c'était un fait accompli et certains ont voulu continuer à travailler. Même Sacha Guitry a été emprisonné pour à la libération, parce pour intelligence avec les Sacha Guitry qu'on croise dans votre livre, il y a un chapitre assez réussi où Franz Stock va assister à une représentation et il va après dans la loge de Sacha Guitry. Tout à fait, parce qu'en fait, Harry Borg a joué dans une pièce de Sacha Guitry, mais Sacha Guitry et lui se sont brouillés. Ensuite, j'explique pourquoi dans le livre, et qu'à un moment donné, Franz Stock, assistant à une pièce de Sacha Guitry, va se dire je vais lui en parler pour voir s'il peut intercéder à son tour. Voilà. Donc, voilà, en fait, qu'est-ce qu'on disait en fait? En fait, on parlait donc d'Harry Borg, des acteurs qui avaient continué à travailler. Oui, on disait qu'ils continuaient à travailler, parce qu'on a fait donc ils continuaient à travailler, donc c'était... Mais comme vous l'avez très bien dit, c'est que c'est d'autant... En fait, son arrestation devient beaucoup plus étonnante que les nazis arrêtent un acteur qui a joué à Berlin. On se dit, c'est pas possible. Au lieu d'encourager les acteurs français à jouer dans des films allemands, on arrête l'un des rares qui est joué dans un film allemand. Et donc là, c'est là où on découvre dans le livre qu'il a été en fait dénoncé par on saura par qui, parce qu'il était entre guillemets juif, alors qu'il ne l'était pas, donc c'était un catholique baptisé, etc. Mais en fait, étonnamment, la Gestapo s'est dit « Ah tiens, il est juif, il a joué dans un film allemand, c'est-à-dire qu'il nous a trompés. Et donc, on doit se venger de lui parce qu'il nous a... Enfin, on a été berné par lui. Et comment un juif a joué dans un film allemand? Et là, ils vont demander à Goebbels, qui supervisait un peu le cinéma allemand, d'arrêter la diffusion du film. Et Goebbels est très ennuyé parce que c'est un film qui a coûté beaucoup d'argent. Et il se demande, mais pourquoi la Gestapo de Paris arrête Harry Borg? On va suspendre le film. Donc il va tout le temps, au moins il y a 2-3 courriers de Goebbels à la Gestapo en disant à Paris, pourquoi vous l'arrêtez? Et là, le piège en fait dans lequel est tombée la Gestapo, c'est qu'au départ, elle croyait que la délation, enfin les informations contenues dans la délation étaient réelles. Petit à petit, ils vont découvrir que c'est faux. Et là, ils sont pris au piège parce que Goebbels va le reprocher. Il va leur dire, mais vous avez arrêté ce grand acteur, vous nous avez ridiculisé, vous avez arrêté le film. Et d'un autre côté, qu'est-ce que vous avez comme preuve? À quoi avez-vous abouti? Donc c'est là, à mon avis, la raison pour laquelle ils vont le torturer. Parce qu'il a été torturé de façon atroce. Il pesait 100 kilos lorsqu'il est entré, c'est un peu une sorte de Gabin ou de Depardieu à l'époque. Il va en peser entre 40 et 50 kilos en sortant de prison. Donc je crois que la Gestapo s'est acharnée parce qu'elle voulait à tout prix essayer de tirer quelque chose, de soutirer quelque chose qui puisse le justifier à l'égard de Goebbels cette arrestation-là. Mais en fait, c'est un cercle vicieux parce que plus il le frappait, moins il trouvait d'informations parce qu'il n'en avait pas. Et finalement, ils ont eu peur à un moment qu'il ne meure en prison. Et là, je crois que c'est une des raisons, à part, à mon avis, l'intervention de Stock, qui reste à démontrer, j'étais un peu dans ce livre, mais à part cela, je crois qu'ils ont réellement eu peur qu'il ne décède en prison, parce que là, alors là, le scandale aurait été considérable, bien que son arrestation n'ait pas fait grand scandale, parce qu'on était sous l'occupation et que les gens avaient d'autres atrocités autour d'elle, mais en même temps, vis-à-vis justement de Goebbels, je veux dire, l'acteur, le grand acteur est mort
prison, ça aurait été certainement un camouflet pour eux. Donc ils l'ont sorti, mais il était déjà dans un état lamentable. Et ce qui moi, m'a beaucoup frappé à la lecture de votre roman et que ressentiront probablement ceux qui le liront, c'est que ce soit dans l'épisode que vous avez mentionné, qui est un texte magnifique où Franz Stock raconte comment, au petit matin, dans la brume, il accompagne les suppliciés qui vont mourir au Mont Valérien, ou dans un autre texte que je trouve central et que j'ai relu plusieurs fois, qui est la lettre de Haribor à Franz Stock. Je trouve que vous exprimez extrêmement bien à quel point le monde est devenu fou, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune fidélité des amitiés pour Haribor. Le monde est violent, ce que vous décrivez des sévices, ces tortures. Oui, mais en même temps, comme vous le dites, c'est que tout s'est vidé autour de lui. Enfin, c'est devenu Haribor qui était quand même courtisé par les plus grands metteurs en scène, que tous les acteurs aimaient côtoyer, que les journalistes suppliaient de leur accorder un entretien. Plus personne. Oui. Tout le monde a vidé les lieux. Il s'est retrouvé, et là, dans la lettre qu'il écrit à Stock, on sent pas seulement ce sentiment d'injustice, mais en même temps cette amertume de voir qu'il est abandonné de tous. Et en fait, à mon avis, il a été abandonné des deux camps. C'est-à-dire aussi bien les résistants se sont dit on ne sait pas trop pourquoi il est arrêté, en même temps il a joué dans un film allemand, donc on ne va pas se mouiller. Et évidemment, les pro-nazis vont se dire, les collabos, tout ça, ils vont se dire mais il est arrêté par la Gestapo, c'est donc qu'il y a quelque chose de grave. Donc personne n'a voulu se mouiller. Donc il y a une ou deux personnes comme ça, timidement, qui ont essayé d'intercéder, dont probablement Sacha Guitry. Mais finalement, personne n'a pu rien faire. Et dans la presse, quand il est décédé... Donc il faut dire qu'il meurt quelques mois après sa libération. Il est donc libéré, je crois, le 10 septembre 1942, et en avril 1943, il meurt. Tout à fait. Et des suites de sa maladie, j'ai vu dans les rapports, lorsque j'ai un peu compulsé les archives, il y a un rapport de deux médecins très importants de l'époque, qui ont donné un rapport qui dit qu'il y a un lien de causalité directe entre les tortures et son décès. Donc il est mort vraiment des suites des tortures qu'il a subies. Oui, parce que je lisais la notice le concernant dans le dictionnaire du cinéma, les acteurs de Jean Tullard, et pourquoi Jean Tullard écrit-il « Sa mort reste entourée de mystère » Est-ce qu'il sous-entend autre chose? Non, en fait, sa mort reste entourée de mystère, c'est plutôt son incarcération qui reste entourée de mystère. Je pense que c'est ça qui est plus précis. Mais ce qu'il voulait dire, les circonstances qui ont... Voilà, sa mort, c'est les derniers jours probablement de sa vie. Mais sa mort, non, il n'a pas été assassiné directement, mais il a été indirectement. Quand vous torturez quelqu'un de cette façon-là et que vous le lâchez ensuite complètement diminué, avec 50 kilos de moins, des problèmes cardiaques, etc. Donc c'est comme si on l'avait déjà tué. Mais là, je vous livre une perception très personnelle et que vous n'avez peut-être pas voulu, donc c'est peut-être que votre personnage vous a échappé. Mais malgré tout, l'horreur de ce qui lui arrive, le grand acteur qu'il fut, je trouve qu'il se dégage quelque chose de Haribor qui n'est pas totalement sympathique. Il y a quelque chose en lui qui freine. Je vais vous dire, moi je crois que c'était un très grand acteur, mais qui n'était pas toujours sympathique. D'ailleurs, beaucoup de metteurs en scène se méfiaient de lui. C'était quand même une grande gueule. Qu'il a la brouille facile. Oui, non, mais c'était pas quelqu'un de très facile, non du tout, certainement. Mais de là à dire, mais évidemment, dans cette épreuve, il ne peut qu'être sympathique parce qu'on compatit avec lui, on vibre avec lui, on désespère avec lui, on sent que, surtout moi, cette injustice-là, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai fait le métier d'avocat, c'est que j'ai toujours été très choqué par les injustices. Et là, il y a deux injustices que l'un et l'autre vont subir. Donc Haribor en étant incarcéré sans raison, et Franz Stock d'avoir été à la libération arrêté par les Américains qui auraient dû le libérer. Donc c'est vraiment deux personnages qui ont été trahis. Oui, alors que Franz Stock a même eu le comportement de ce qu'en Israël on appelle un juste. Ah oui, certainement. Et il pourrait être injuste. Oui, moi, à mon avis, c'est un juste allemand.
Alors, le temps passe et puis vous avez peut-être des questions à poser. Je voulais juste... vous avez dédié le livre à Vercors, l'auteur du Silence, et vous citez ce mot, la honte du survivant. Alors, il me semble que ça ne peut pas être celle ni de Harry Bohr, ni de Franz Stock. Est-ce que c'est quelque chose d'autre, cette honte du survivant? C'est peut-être nous, notre honte à nous, comme étant survivants des guerres, de voir que d'autres ont payé si cher, enfin, c'est la honte de se savoir soi-même vivant et les autres non, alors qu'ils sont allés comme Franz Stock jusqu'au bout du sacrifice. Et moi, en fait, Vercors, il y a une histoire qui à partir de là, en 88 ou 89, j'avais écrit mon premier livre qui s'appelait La honte du survivant, qui était 2 récits sur la guerre du Liban. Donc je l'avais écrit sous les bombes, c'était enfin, un témoignage d'un jeune de l'époque, sous les bombes. Et donc, une fois publié, je l'avais envoyé à Vercors en le remerciant, parce que La honte du survivant, je l'avais tiré de Silence de la mer. C'est en fait un recueil de nouvelles. Les gens pensent que La Silence de la mer, c'est un roman, mais en fait, c'est un recueil de nouvelles. Donc, dans une des nouvelles, un personnage dit « J'ai honte de survivre ». Et donc, c'est de là qu'est venu le titre. Donc, je lui avais envoyé. Il m'a, peu de temps avant sa mort, donc ce grand résistant qui avait écrit ce chef-d'œuvre, m'avait donc écrit une lettre pour me dire le bien qu'il pensait du livre, et en même temps pour me dire que ce sentiment que j'ai décrit que lui a décrit dans Le Silence de la mer, enfin dans le recueil, disons, c'est un sentiment que lui-même avait ressenti, non seulement donc son personnage dans le livre, mais il m'a dit, lorsque nous sommes sortis de la guerre vivants, et que d'autres, nos amis, comme Desnos ou d'autres, qui sont allés jusqu'au bout du sacrifice, et donc il m'expliquait pourquoi lui avait aussi éprouvé ce sentiment. Donc évidemment, en écrivant sur cette période qu'il a connue, sur laquelle il a si bien écrit, tout de suite j'ai pensé à lui spontanément. C'est pour ça que j'ai voulu lui dédier ce livre, parce que je me suis souvenu d'abord de sa bienveillance, parce qu'il m'avait envoyé une lettre au Liban, alors que j'étais un inconnu à l'époque, et que c'était très touchant, qu'il était très âgé, tout ça. Ça m'avait vraiment beaucoup touché. Et en même temps, c'est un personnage que j'admire parce qu'il c'est quand même un écrivain engagé pendant la guerre, un des écrivains résistants. Et donc, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour lui. Donc, ça faisait un sens, ça avait un sens que ce livre en particulier lui soit dédié. Harry et Franz, en tout cas, c'est un roman vraiment passionnant. C'est aussi un roman qui se passe pas loin d'ici. La prison du Cherche-Midi, aujourd'hui détruite, était tout près d'ici. Le collège allemand, il y a plein d'autres endroits dans le Paris sombre des années noires. Mais c'est aussi un roman sur Paris. Paris. J'ai fait mes études de droit, j'habitais le foyer franco-libanais, qui était rue d'Ulm. Et en fait, je ne m'étais jamais rendu compte, parce que je prenais toujours la rue qui allait vers la rue Saint-Jacques ou le Panthéon, mais je ne prenais jamais la rue de derrière. En fait, Franz Stock a habité juste à 2 pas du foyer libanais, dans la rue Lomont, donc à 20 mètres peut-être. Et en fait, je ne l'avais jamais su. C'est après coup qu'en voulant aller sur place dans les lieux qu'il avait fréquentés, en écrivant le roman un peu pour vérifier les choses, je me dis, c'est pas possible, il était à 2 pas. Et donc c'était une sorte de coïncidence un peu de se dire qu'il avait vécu à 2 pas de là où j'ai séjourné lorsque je faisais mes études de droit. Et ça m'a en même temps touché de savoir que, sans le savoir, il était dans l'esprit un peu qu'il rôdait autour de cette rue-là. Et aujourd'hui, je suis content de savoir qu'il y a une association, les Amis de Franz Stock, qui elle veille d'ailleurs à la publication de ses livres, etc. Et qu'en Allemagne aussi, je pense que aussi ce livre doit être aussi perçu comme donc évidemment la volonté de réhabiliter des personnes injustement trahies ou condamnées et de les sortir un peu de l'oubli. Et en même temps, je pense que c'est une sorte d'hymne à la réconciliation, à la fraternité, alors qu'aujourd'hui, de plus en plus,
on ne croit plus à l'Europe, etc. Je crois aussi que c'est des personnages comme ça, en allemand et en français, qui, dans des circonstances aussi difficiles, fraternisent. C'est peut-être aussi un symbole enfin, pas seulement pour l'Europe, mais peut-être pour d'autres pays aussi, sur la nécessité de laisser la paix et la fraternité dépasser un peu les clivages, les conflits, etc. Donc c'est un peu peut-être illusoire, mais il faut... C'est d'ailleurs le sous-titre d'une des biographies de Franz Stock, La fraternité universelle, vous voyez. Voilà, donc, est-ce qu'il y a des questions? Juste envie de lire le livre, j'espère. Et vous pouvez donc, pour ceux qui liront le livre et qui voudront en savoir plus sur Franz Stock, il existe 2 ou 3 bonnes biographies. Celle que je citais, une autre qui s'appelle Franz Stock, aumônier de l'enfer. Il y a aussi une BD pour ceux qui aiment les BD. Il y a une BD. Et il y a donc le journal de guerre qui a été publié l'année dernière. Et puis, votre livre donne aussi envie de voir ou revoir les films où joue Harry Bohr. Et j'espère qu'il y aura une rétrospective. Oui, si vous c'est ça. connaissez quelqu'un Moi, je dans crois un cinéma. que je devrais écrire à la Cinémathèque nationale, parce que là où je vais, j'étais là au salon de Nancy, et beaucoup de lecteurs qui venaient pour dédicacer. Donc la première chose que je leur posais comme question, est-ce que vous connaissez Harry Bohr? Et beaucoup disaient oui, c'est un très grand acteur. D'autres disaient oui, mes parents m'en parlaient beaucoup. Et je vois qu'il y a dans enfin, ou bien consciemment ou dans l'inconscient collectif, ce personnage existe et qu'il est quand même un monstre sacré du cinéma français. Mais c'est l'un des rares comme ça à avoir été où l'oubli enfin, qu'il est tombé dans l'oubli. À mon avis, il y a 2 raisons à cela. D'abord, sa famille, bon, il a eu une femme qui s'est occupée du théâtre des Mathurins, etc. Camus jouait beaucoup de pièces dans son théâtre. Mais je pense qu'il n'y a pas eu de enfin la progéniture, il n'y a pas eu de famille qui puisse s'occuper un peu. Mais aussi, surtout, je crois que cet épisode de l'incarcération, il n'a jamais été vraiment clarifié. Même, vous avez vu dans le livre de Tullard, qui date d'il y a quelques années, ils disent mystère autour de sa mort. Donc les gens se disent pourquoi, est-ce qu'il était un collabo, est-ce qu'il était pro-nazi, est-ce qu'il était résistant, on ne savait rien. Donc il fallait vraiment clarifier les choses. Maintenant que le voile est levé, je crois qu'il n'y a pas de raison pour que cet acteur-là ne soit pas enfin réhabilité au même titre que, enfin qu'il soit connu comme Rému, comme Gabin, etc. Et moi, quand on voit un peu la filmographie du personnage, oublions le théâtre qui malheureusement, on n'a plus de traces évidemment de ces pièces de théâtre, mais il a joué dans les plus grandes pièces de son époque, enfin des pièces de Tristan Bernard, de Sacha Guitry, etc. Mais rien que les films certains encore, on peut les voir un peu sur YouTube, un ou deux, quelques-uns comme Les Misérables, donc qui j'ai dit est sorti en DVD, mais il y en a beaucoup qu'on trouve peut-être en cassette, les cassettes VHS. Mais en fait, quand on regarde un peu ces films, c'est impressionnant. C'est un acteur qui était, en même temps qui était massif, son corps qui avait une présence, mais malgré cela, il pouvait jouer des rôles d'une grande tendresse. Il pouvait vraiment varier il y avait toutes les facettes possibles. Il pouvait jouer dans tous les registres, aussi bien un chef guerrier qu'un procureur amoureux de sa voisine, que Beethoven ou Jean-Paul de Carotte ou le commissaire Maigret ou Jean Valjean comme on l'a vu. Donc c'est vraiment un acteur. Moi c'est vrai que j'ai voulu, je me suis dit peut-être qu'il a mal vieilli. C'est-à-dire, vous savez, il y a des films qui vieillissent mal, ou bien des acteurs dont le jeu à l'époque concordait avec l'époque, c'était un peu trop théâtral. Mais en fait, quand on le voit avec un œil de cinéphile, disons, d'aujourd'hui, on se rend compte que c'est un immense acteur, et que c'est pas juste du tout, et qu'il faut vraiment un peu que cette Cinémathèque nationale fasse quelque chose au plus vite. Eh bien, votre livre est une belle pierre à cette réhabilitation. Merci Alexandre Lajard. La semaine... Il y a une chose aussi, excusez-moi, est-ce qu'il n'y a pas de question? Il y a une chose dont je n'ai pas parlé, mais qui est fondamentale. Dans le livre, on s'aperçoit que la Gestapo se base sur des rapports qui lui sont faits par l'Institut d'études des questions juives. Je voulais vous en parler. Oui. Donc cet Institut des questions juives qui était rue La Boétie, c'est un institut qui a été créé
à l'époque de l'occupation, et qui était tenu par des Français, et dont la tâche, l'obscure tâche, la sinistre tâche, consistait à créer des expositions, comme Le Juif et la France, qui a fait le tour de la France, qui montrait un côté très négatif des Juifs. Et en l'occurrence, donc, lorsque la Gestapo va recevoir la délation, donc le rapport écrit d'un délateur qui a été transmis à l'Institut des questions juives, qui l'a relayé à la Gestapo, pour étayer cette dénonciation, ils ont demandé à un grand savant qui s'appelait Charles Lavie, qui était un immense savant. C'était quelqu'un, aujourd'hui, peut-être si, quand on parle du cancer, du traitement contre le cancer, on croit que ce sont seulement des médecins d'aujourd'hui qui ont travaillé sur ça. En réalité, c'est quelqu'un qui, dans les années 30 déjà, avait trouvé des solutions pour plusieurs cancers, comment guérir certains cancers, suivant des techniques assez révolutionnaires. Donc c'était quelqu'un qui était publié par de grands éditeurs, qui avaient des livres qui faisaient autorité. Et puis, il se retrouve dans cet institut d'études des questions juives qu'un auteur a appelé l'Officine française des autorités nazies en France. Et donc ce qu'on va faire avec ce Charles Lavie, c'est que son supérieur va lui demander, il lui dit voilà les photos d'Aribor, on veut un rapport morphologique sur lui pour dire que si son faciès est celui d'un juif. Déjà l'idée est scandaleuse, mais il va le faire, c'est-à-dire il va faire un rapport en disant oui, tous les signes d'Aribor, son visage, etc., correspondent exactement à ceux d'un juif. Et donc le rapport va être attaché, annexé à la délation, donc à une feuille, un papier qu'un délateur anonyme, dont on saura l'identité en lisant le livre, où il dit pourquoi il pense que Aribor est juif. Donc ces deux documents vont condamner Aribor. Et donc à la Libération, ces deux personnages, donc Lavie et le dénonciateur, vont être inquiétés plus ou moins par la justice, parce qu'il va y avoir un procès. Et ça, par exemple, les gens ne le savent pas. Ils ne savent pas qu'à la Libération, il y a eu un procès pour essayer de punir ou d'en savoir plus sur la dénonciation, enfin sur l'incarcération d'Aribor. Donc, il y avait beaucoup d'officiers allemands qui étaient morts, qui n'ont pas pu comparaître, mais ces deux voyous, là, ces deux salauds ont comparu, mais on verra dans le livre qu'est-ce qui s'est passé réellement. Mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi je parle de cette... Ça s'appelait le IEQJ, Institut d'études des questions juives, c'est que ce qui est vraiment scandaleux dans cela, c'est d'avoir vu des savants français qui étaient d'éminents scientifiques mettre leur savoir au service du mal, d'être de mauvais génies et de, comme ça, envoyer à l'échafaud des personnes sur la base juste de suppositions pseudo-scientifiques, c'est-à-dire eux-mêmes, certainement qu'un scientifique comme lui aurait dû savoir que ce qu'il écrit est complètement débile et idiot, mais il l'a fait quand même, c'est-à-dire qu'il se mettait au service de la cause, pas la cause, mais de la présence nazie pour être bien vu des autorités. Et c'est lui-même aussi qui va faire des conférences dans le cadre de l'exposition Le Juif et la France. Donc c'était vraiment des personnes extrêmement méprisables. Et j'ai voulu aussi dans ce livre montrer que comment il y a des personnes comme ça qui ont été embrigadées, et puis, il y en a beaucoup d'autres, même beaucoup de scientifiques nazis, comme le livre de Guess, je crois, l'année passée, Mengele, qui a eu le Renaudot, je crois. Oui. Donc c'est aussi c'était un scientifique qui normalement aurait dû s'occuper de choses beaucoup plus normales et logiques que ce qu'il a fait, qui est devenu finalement un promoteur de l'extermination. Donc c'est aussi ces scientifiques un peu fous, c'était aussi quelque chose qui m'a préoccupé. Merci Alexandre Dajar. Jeudi prochain, deuxième jeudi du mois de septembre de la Procure, nous recevrons Maëlys de Kerangal pour son roman Un monde à portée de main, qui nous emmènera dans l'univers de l'art après celui de la chirurgie et des ponts et chaussées. Merci.